Très bien Jean-Yves, eh bien c'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. Puis Jean-Yves, on se dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. C'est coupé. Bon bah Jean-Yves, on aurait peut-être pu faire quelque chose quand même pour la 300e d'Immédiat, non? Ah bah on fera pour la 400e ou 500e, mais il est peut-être... Non, on va faire il est pour la peut-être pas 300e. trop tard. Bonjour Nicolas, bonjour Jean-Yves. Je vous écoutais. Ce que je vous propose, c'est pour fêter cette 300e. Il faut faire la fête toujours des choses, marquer le coup. De passer du studio 1, c'est le studio qui est ici et dans lequel vous enregistrez chaque semaine Immédiat. Et on va rejoindre des invités dans le studio 2 tout de suite. Bah super. Vous venez avec moi, Allons-y. je vous montre ça. On va rejoindre tout de suite nos invités. Bonjour Michel Geoffroy, bonjour Claude Cholet. Désolé de ne pas vous serrer la main, les gestes barrières sont encore de mise. Vous voilà, Nicolas. Bonjour Claude. Vous connaissez bien évidemment. On va faire les présentations Michel. dans quelques instants. Vous êtes dans le grand studio, celui qui accueille Bistro Liberté. Eh bien, c'est le réalisateur de Bistro Liberté, Raphaël Dodeville, qui est aux commandes et il va envoyer tout de suite le générique. Voilà, Jean-Yves et Nicolas, bien, à côté de nous, ils pourraient être plus nombreux, mais nous avons Michel Geoffroy, qui est présentateur de Immédiat quelquefois, qui est surtout... Enfin, doublure. Essayiste. Vous avez écrit ensemble, je crois, le dictionnaire de la novlangue. Oui, c'est surtout ça. Michel Geoffroy qui a écrit d'ailleurs. Vous avez mis votre nom en dessous. Et puis la supercherie mondiale contre les peuples. La supercherie mondiale contre les peuples, ça c'est un ouvrage qu'on a recommandé, qui est vraiment La remarquable. superclasse mondiale. La superclasse mondiale, exactement. Et puis Claude C'est Cholet. aussi la supercherie. Hein. Oui, c'est vrai, c'est pas faux non plus. Le GIM, c'est l'Observatoire du journalisme, c'est la volonté d'informer sur ceux qui informent, et vous êtes venu plusieurs fois, eh bien, informer les téléspectateurs de TV Liberté. Bonjour Claude. Oui, pas en tant que présentateur, mais en tant qu'invité. Alors le présentateur d'Immédiat, vedette, c'est Nicolas aujourd'hui. La vraie vedette, Alors, vous avez gauche, préparé en introduction les extraits du premier et du deuxième Immédiat. C'était il y a plus de 5 ans de cela. On va regarder, on va se marrer. Enfin, on va regarder. Chers amis, voici le pilote, donc notre première émission, notre premier essai pour Immédiat, que j'aurai le plaisir de vous présenter régulièrement en compagnie d'Hervé Grandchamp. Bonjour Jean-Yves. Bonjour Hervé. Je vous ai récupéré plein de presse, plein de tweets intéressants. On va pouvoir se régaler. Chers amis, voici votre deuxième émission Immédiat. Et bien entendu, avec notre revue de presse, notre revue des réseaux sociaux et le fond des médias. Bonjour Hervé. Bonjour Jean-Yves. Eh bien, on va commencer tout de suite par notre partie, la revue de presse, avec toujours notre pile, notre face, les bons journaux, les bons titres, les mauvais. Hein. On va d'abord commencer par les bons journaux. Document d'archives, Jean-Yves Le Gallou. Eh oui, 6 ans. 6 ans, on voit que le temps passe. Hervé et moi, nous étions jeunes et beaux à l'époque, mais voilà. Hervé qui n'est pas là parce qu'il est en province, c'est ça, hein, mais qui pourrait être présent parmi nous. Alors, dans quelle situation on était compliqué en termes techniques, hein? Ah bah Ça a oui, changé. on découvre le monde, on découvre le tournage, on découvre, voilà, et puis il y a quand même un peu l'appréhension du début, du numéro 0, puis du numéro 1, du numéro 2. Nicolas, vous avez découvert, tu as découvert. Vous avez découvert le premier et le deuxième numéro d'Immédiat. Alors, la réaction, c'est on a bien évolué ou pas? Alors, c'est toujours le même principe? La première réflexion, c'est que je me suis dit que ça faisait un bon bout de temps que ça avait commencé, parce qu'effectivement, physiquement, on voit que sous Hervé, Jean-Yves étaient quand même différents, et j'ai regardé, et c'était effectivement en 2014, donc déjà la première réflexion, c'est que ça fait longtemps. Et oui, techniquement, il y a eu quelques améliorations. On voit par exemple un zoom très expérimental, mais il y a la technique qui s'est améliorée, mais le fond est resté le même, donc c'est l'essentiel. Claude et notre ami Michel, est-ce que vous pensez que vous seriez embarqué dans cette aventure aussi? Non, parce que moi, le deuxième numéro, on avait vraiment l'impression que c'était Immédiat en Pologne du temps de Jarulewski. C'était quand même assez austère. C'était austère. Hein, mais... C'était austère. Claude? Difficilement, puisque moi je m'occupais à ce moment-là de l'Observatoire du journalisme qui avait été créé 2 ans plus tôt. Bon, il est difficile de faire les deux en même temps. Alors,
la question qu'on peut se poser quand même avant tout, c'est pourquoi immédiat? Quel était l'intérêt? C'est-à-dire, quand on s'est vu, qu'est-ce que vous aviez en tête, Jean-Yves? D'opérer, grâce à ce nouvel instrument qui était V-Liberté, la critique des médias qui avait été entrepris des années auparavant par l'OGIM, évidemment sous forme de presse écrite, mais aussi j'avais publié un livre sur la tyrannie médiatique. Au fond, il ne suffit pas d'analyser, de dénoncer la tyrannie médiatique, il faut aussi en montrer, j'allais dire quotidiennement, en tout cas chaque semaine, les défauts, les travers. Et il faut la combattre avec ses propres armes, la télévision finalement. Oui. Ouais. Est-ce que c'était pour vous l'intérêt, Michel ou Claude? Est-ce que vous considériez que Immédiat c'était un complément dans un autre outil de combat par rapport à ceux que vous aviez, le GIM ou vous, à travers les ouvrages que vous publiez? Moi, ce qui me frappe pour ces 300 émissions, c'est qu'en réalité, l'intérêt n'a pas diminué et chaque émission montre des informations nouvelles, des mensonges nouveaux, une censure nouvelle. Donc c'est ça qui est intéressant. Parce que une émission qui dure depuis 6 ans, ça aurait quand même pu être considéré comme s'émousser un peu. L'intérêt pourrait s'émousser, mais ce n'est pas le cas. Je trouve que, alors même s'il y a des périodes plus ou moins fastes dans la fabrique de bobards, ce qui est frappant, c'est que toutes les semaines, on est capable de montrer des bobards, des mensonges par omission, de la propagande et de la désinformation. Et c'est souvent grâce à Emmanuel Macron, il faut bien le dire, et son gouvernement, qu'on félicite. Claude, la même chose pour vous, l'intérêt de Immédiat, c'était là aussi... L'intérêt, c'est d'utiliser une nouvelle technologie, plus qu'une prolongation. Nous sommes au siècle de l'image, hein, et nous savons que la force prégnante de l'image est beaucoup plus forte, on peut le regretter, mais c'est comme ça, qu'un texte qu'on lit. Donc utiliser l'image contre l'image, ou contre certaines images, je crois que c'était la force, et c'est toujours la force d'Immédiat. Alors la force d'Immédiat aussi, c'est la possibilité d'une réalisation qui est assez complexe finalement, mais qui repose sur peu de personnes. Moralité, pendant le confinement, on a retrouvé Immédiat toutes les semaines au poste, Jean-Yves et Nicolas, pourtant éloignés de plusieurs centaines de kilomètres. Comment on réalise Immédiat, Nicolas, aujourd'hui? Il y a quelque chose qui était extrêmement vrai dans ce que disait Michel à l'instant, c'est que les bobards sont permanent en fait. Et donc la première des choses quand on fait Immédiat, c'est de savoir sélectionner les informations qu'on va traiter, parce qu'il y en a des dizaines et des dizaines chaque semaine, donc il faut faire des choix éditoriaux. Et surtout, préparer Immédiat, concrètement, c'est beaucoup de souffrance, parce qu'il faut regarder, lire, écouter des informations qui sont honnêtement parfois très énervantes, et il faut pour critiquer, il faut être capable de les écouter. Donc ça, c'est la première chose. Il faut être aussi capable de déléguer un petit peu, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui envoient des informations, des personnes qui, par exemple, j'ai quelqu'un qui regarde Quotidien tous les jours et qui me donne les informations. Ça m'évite d'avoir trop d'ulcères. Donnez-moi son nom, on lui donnera une médaille aussi, en attendant. Et surtout aussi, c'est un vrai travail de coopération avec Jean-Yves, puisqu'on est en lien tous les jours sur l'actualité médiatique, et on est en lien permanent pour choisir quelle information, comment on va la traiter, comment on va l'envisager, et on se coordonne aussi sur tout le déroulé, le conducteur de l'émission, etc. Donc c'est un travail de collaboration et de souffrance aussi. Pendant le confinement, on a pensé que vous étiez confinés ensemble, mais ce n'était pas le cas. Vous étiez à plusieurs centaines de kilomètres l'un de l'autre, mais pourtant c'est vrai. Et là, au-delà du caractère amusé de ce que je viens de dire, vous n'arrêtez pas d'être en contact l'un et l'autre pour suivre cette actualité. On est en contact pratiquement tous les jours pour suivre l'actualité, se donner des informations. On a effectivement chacun nos modes d'entrée dans les informations, nos relais, les gens qui nous alertent sur tel ou tel sujet, et puis après on en discute et on choisit ce dont on parle et l'angle avec lequel on aborde la question, en sélectionnant énormément, parce qu'en fait on pourrait faire ça tous les jours. On a une matière on pourrait pour faire le faire. Ça nous permettrait de faire la 3 millième assez rapidement. Mais moi, je vous propose ça. Vous savez, Philippe Millot sera d'accord. Le président de la chaîne donnera son accord tout de suite. Pour le moment, on va garder le rythme hebdomadaire. C'est quand même assez lourd. Parce que en vérité, ce qu'il faut que les téléspectateurs sachent, c'est qu'il n'y a pas que la réalisation technique vous incombe aussi, Nicolas.
Oui, effectivement, une fois que l'émission est tournée, eh bien, il y a le montage à faire, etc. Donc ça, c'est le montage qui me prend une bonne partie de la journée. On a essayé de tout condenser pour que ça soit le plus rapidement possible après l'émission pour être dans le plus possible dans les conditions du direct. Enregistrement fin de matinée, extrême fin de matinée, Exactement. Pour que ça soit à 17h, 18h à tout prix sur YouTube et donc, sur la chaîne tvliberté.com. Donc c'est rapide. Michel, vous vouliez rajouter quelque chose? Non, moi je suis plutôt un des rabatteurs. Hein. J'essaie de trouver des choses dans l'actualité. Alors effectivement, comme le disait mon voisin de gauche, c'est pas très drôle parce que c'est pénible de lire des journaux mainstream. Bon, moi j'essaie de regarder, par exemple, j'ai plutôt un biais sur la novlangue médiatique, qui est quand même un élément important des bobards. C'est quoi la novlangue? Répétons les choses, parce que la novlangue, c'est un terme qui avait été inventé par George Orwell dans un livre célèbre qui s'appelle 1984, qui était le vocabulaire qu'imposait le régime dictatorial de l'Océania, un vocabulaire qui était destiné à empêcher les gens d'avoir de mauvaises pensées. Hein. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Quand on dit qu'il y a eu un acte commis par un déséquilibré, c'est évidemment pour essayer d'éviter d'avoir la mauvaise pensée que la personne en question pourrait peut-être être d'une religion particulière. Bon, donc c'est ça. Je m'intéresse aussi plutôt à tout ce qui a trait aux affaires étrangères, parce qu'il y a aussi dans ce domaine beaucoup de désinformation dans les médias mainstream. Donc voilà. Est-ce que, ça me pose bien à l'esprit comme question, qu'est-ce qu'on privilégie comme thématique? Par exemple, cette semaine, vous avez évoqué la chanteuse, je ne sais pas son nom d'ailleurs, Camélia Jordano. Camélia Jordano. Oui, c'est pas grave, Jordano, ça restera Jordano. Est-ce que c'est prépondérant par rapport à ce que dit Michel, s'il y avait eu une énorme désinformation sur une question de politique étrangère? On a ouvert sur la politique étrangère, puisque l'image du jour, c'est Trump qui critique les réseaux sociaux, qui sont dans une logique consistant à vouloir le censurer dans le cadre de la campagne électorale américaine. Donc on fait quand même on a ouvert sur la politique étrangère. C'est pas les sujets les plus faciles à traiter. C'est ça, c'est pas les plus vendeurs, comme on dit. C'est pour ça que je vous pose la question. Est-ce qu'on n'est pas, c'est pas Jordano, là, c'est finalement, c'est elle qui marche mieux. Quand on choisit les sujets, on se pose effectivement la question de l'audience, c'est vrai. Mais ce n'est pas la question de l'audience qui nous détermine. S'il est essentiel de traiter un sujet difficile ou qui peut paraître périphérique, mais que ça nous paraît essentiel sur le plan du traitement de l'information, on le fait. Voilà. On n'a pas la dictature de l'audimat. Est-ce que vous n'êtes pas surpris, Claude, non plus, parce que vous informez sur ceux qui informent, mais en fait, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, n'importe quel Pékin peut donner son avis et ça prend une ampleur. Camélia Jordana, personne ne la connaît vraiment, et d'un seul coup, elle dit une bêtise et c'est à la une de tous les journaux. Alors, n'importe quel Pékin ou n'importe quelle Pékinoise, pas tout à fait, car tout dépend de son discours et de la caisse de résonance qui sera accordée à ce discours. Donc, en ce qui concerne cette dame, j'avoue, j'ignorais totalement l'existence. Son discours rentre en résonance avec un discours dominant, et je dirais de média en média, de télévision en radio, de radio en agence de presse, merci l'AFP. Son discours prend une importance extrême, alors qu'au fond, c'est sans doute pas grand-chose. Donc, c'est pas le fond du discours qui, moi, m'intéresse tellement dans ce cas très précis, que plutôt l'effet de réverbération et l'effet de miroir, de miroir, de miroir. On va regarder, Nicolas les a préparés, les vidéos à succès de E-Média à travers ces 300 numéros. Et je vous propose tout d'abord de jeter un coup d'œil sur ce qu'on appelle, nous, la vidéo Pujadas. C'est-à-dire, c'est un moment où, Jean-Yves, vous évoquez la prestation de Christine Angot lors de l'émission politique animée par David Pujadas. Je vous laisse découvrir. Ce qui est le plus intéressant, je trouve, c'est ce qu'elle dit à la fin, en partant. Où elle dit, mais enfin, monsieur Pujadas, vous m'avez fait venir pour dire ce que vous aviez envie de dire et que vous ne pouvez pas dire. C'est-à-dire qu'elle avoue la manipulation de monsieur Pujadas, qui travaille pour le service public et qui ne traite pas tous les candidats de la même façon, puisqu'on a vu comment il traitait Fillon. On va voir comment il traite Marine Le Pen. Il ne traite pas Macron de la même façon. Il y a donc une atteinte à la neutralité du service public.
Alors Jean-Yves, grand moment celui-ci. Alors, c'est une vidéo qui a eu beaucoup de succès puisqu'elle a fait plus de 350 000 vues sur la chaîne YouTube de l'époque, puisqu'elle a disparu depuis. Pourquoi ? Parce que d'abord, on voit une manipulation, puisque Pujadas, en fait, il a comme contrat de flinguer Fillon et de flinguer Marine Le Pen pour le compte de Macron. Mais il fait faire une partie du sale boulot par Christine Angot. Donc c'est assez intéressant sur le plan de la technique médiatique. Ça montre aussi toute la logique d'engagement finalement de ce journaliste et de tous les autres. Je crois que le succès vient à la fois du fait que Pujadas est un personnage quand même connu, et puis que, ma foi, les fillonistes d'un côté, les marinistes de l'autre, pouvaient se sentir motivés à regarder cette séquence qui critiquait le critique de leur chef de file, en quelque sorte. Claude Cholet, David Pujadas, c'est pas un petit joueur. C'est pas un petit joueur, mais Christine Angot non plus. Hein. Je veux dire qu'avec Christine Angot, vous aviez quand même une bonne cliente. Hein, parce qu'elle est dans un état d'hystérie pratiquement constant. Et là, elle fait de l'hystérie au carré ou l'hystérie au cube. Donc je pense que là, vous aviez à la fois l'effet Pujadas, puis l'effet Christine Angot, qui est l'effet du scandale. Michel, scandale ? Oui, là on voit... Comme dit souvent Jean-Yves Le Gallou, je vais le citer, en ce temps-là, Jean-Yves Le Gallou, ils ont fait le job, ces journalistes. Hein, c'est-à-dire qu'en 2017, on voit bien que les journalistes ont été engagés du côté de Macron. Et donc ça, c'est très visible dans ce type d'émission. Et ça montre bien que le journaliste informe de moins en moins et sont de plus en plus des propagandistes politiques. Autre vidéo, celle-ci aussi importante, celle des violences policières pendant les manifestations des Gilets jaunes avec le « J'accuse » de Jean-Yves Le Gallou. J'accuse les médias. J'accuse les médias d'avoir caché pendant 8 semaines une répression d'une violence sans précédent en France depuis la guerre d'Algérie. Beaucoup plus de répression qu'en 1968, qu'en 1986, qu'en 2006, dans tous les épisodes où il y a eu des manifestations un peu, y compris la manif pour tous, beaucoup plus violents. Il faut remonter à la guerre d'Algérie où il y a eu des répressions assez vigoureuses contre le FLN ou contre l'OS. Donc on a vraiment changé de contexte. Je ne crois pas qu'on est dans d'autres pays d'Europe de répression aussi violente que celle qu'on a connue là. Et les médias l'ont caché. Et précisément, c'est en cachant ces violences, la violence de cette répression, qu'ils l'ont rendue possible. Ce sont les médias qui ont rendu possible cette répression. Moi, j'accuse Jean-Michel Apathy, j'accuse Patrick Cohen, j'accuse Apolline de Malherbe, j'accuse Gilles Boulot, j'accuse Anne-Sophie Lapix, j'accuse Ali Bado, j'accuse Thomas Otto, j'accuse Ruth Krief, Laurent Geoffrin, Luc Bonner d'avoir permis, et même plus que permis, encouragé cette répression violente par leur silence, et un silence d'autant plus biaisé que dans le même temps, ils insistaient sur ce qu'ils appelaient les violences des manifestants. Je crois que ces gens-là sont responsables de la centaine de blessés graves qui ont été touchés au cours de ces 8 semaines. Nicolas, j'accuse de Jean-Yves Le Gallou. Cette vidéo, elle est très importante, et c'est bien pour ça qu'elle est dans cette émission spéciale, parce qu'elle marque un chiffre colossal de vues sur la capsule Facebook proposée par TV Liberté, puisqu'on a atteint près de 3 millions de vues de mémoire, en tout cas entre 2,5 millions et 3 millions de vues. Et rien que sur Facebook. Hein. Oui, rien que sur Facebook. Donc c'est quelque chose qui était vraiment très fort et un gros succès d'audience. Et qui montre que le fond du discours était là, en plus la technique était là, puisque je me jette un petit peu des fleurs, mais le montage était quand même bien rythmé, et donc du coup ça permettait d'illustrer bien le j'accuse. Non mais c'est important, en fait, ce qui est bien dans Immédiat, c'est qu'il y a le fond et il y a le sérieux qui est proposé par l'image de TV Liberté et par les compétences de toutes les forces qui sont présentes là. Et du coup, ça a donné une séquence qui était vraiment très bien et qui a marché comme très rarement marche des séquences sur Facebook. Donc c'était un gros succès. Mais bon, il faut dire que Jean-Yves, quand il se met à accuser les médias avec force, ça marche toujours. Sur les violences policières, on vous attend toujours sur la défense des policiers. D'un seul coup, là, il y avait un contre-pied quand même un peu, non ? Les policiers exécutent les ordres qu'ils reçoivent. Et donc, un policier qui fait perdre l'œil d'un gilet jaune, il était à peu près sûr de ne pas être poursuivi, puisque pour le moment, il n'y a encore aucune poursuite. Hein.
1 an et demi après les faits, c'est toujours à l'enquête, alors qu'il y a moins d'un mois, une islamo-racaille a perdu un œil lors d'émeutes urbaines, le policier a été suspendu dans les 24 heures. Voilà, donc, et malheureusement, les policiers, ils savent bien cela aussi. Ils savent qu'ils peuvent sans doute réprimer sévèrement les opposants au régime et ménager davantage les islamo-racailles. Ils sont obligés de faire ça. Allez, encore une vidéo. Celle-ci avec un très très bon client, Éric Zemmour. On a plusieurs réactions médiatiques, Jean-Yves, qui nous montrent que son retour est plutôt mal vu, hein, si on en croit certains médias. Oui, alors Télé 7 jours parle de stupéfaction, tellement la chose est épouvantable. Les jours, c'est fait par des anciens de Libération. Donc, les purs et durs. Les purs et durs nous expliquent que CNews déroule le tapis brun à Zemmour. Alors là, on est dans le point Godwin. Plus intéressant peut-être, le Huffington Post s'indigne qu'il soit recruté, que Zemmour arrive sur CNews, puisque il a été provoqué, il a été condamné pour provocation à la haine religieuse. Voilà. Alors, provocation à la haine religieuse, il avait simplement critiqué l'islamisation. Hein, ça fait partie de la liberté d'expression. Alors c'est assez intéressant quand même ça, parce qu'on voit l'alliance entre le pouvoir judiciaire et le pouvoir médiatique. Le pouvoir judiciaire procède à de plus en plus de condamnations pour délit d'opinion, et les médias utilisent ensuite les condamnations judiciaires en disant mais c'est épouvantable, on ne peut pas donner la parole à quelqu'un qui est condamné judiciairement. Là aussi un beau moment, hein. Oui, alors ce qui est intéressant avec cette vidéo, elle symbolise deux choses. Premièrement, elle symbolise des beaux chiffres d'audience pour Immédiat, puisque toute la série d'émissions qu'on a fait sur l'arrivée de Zemmour dans son émission a fait des très beaux scores d'audience, donc ce qui est très bien pour Immédiat, pour TVL. Et aussi parce qu'elle symbolise l'arrivée d'Éric Zemmour, une voix dissidente dans le milieu médiatique, avec une émission à lui, et au milieu de la ruée dans les brancards gigantesque des journalistes. Et finalement, il a tenu bon. Et puis il a son émission sur CNews qui cartonne. Donc symboliquement, c'est une vidéo qui montre un vent nouveau sur les médias d'une certaine manière. Claude Cholet, où est-ce qu'on met Zemmour? On le met comme journaliste, comme tribun, comme homme politique, comme animateur, comme... C'est assez facile. Si vous êtes contre Zemmour, vous allez l'appeler polémiste. Parce qu'un polémiste, c'est la polémique, c'est la guerre, c'est le mal. Si vous êtes plutôt favorable à Zemmour, vous allez plutôt l'appeler journaliste. Alors il est peut-être sans doute quelque part entre les deux, mais ce qui est intéressant dans cette vidéo, il y a non seulement il y a le succès d'abord, c'est une nouvelle émission et tout de suite elle rencontre son public, mais c'est aussi la réaction quand même des journalistes du Figaro qui, par leur syndicat à l'intérieur du Figaro, demandent quoi? Demandent que Zemmour n'interviennent plus au Figaro à cause des propos qu'il tient sur CNews. On vit une époque formidable. Et quand il va être agressé, ce même syndicat des journalistes du Figaro, il y a peu de temps, quand il a été agressé, a attendu quelques jours pour publier, je crois, en interne, un communiqué désapprouvant cette agression. Mais je crois que c'est en interne. Jean-Yves Le Gallou, sur Zemmour, il y a tant de choses à dire. Ça illustre la phrase de Ménard. Aujourd'hui, les principaux ennemis de la liberté de la presse, ce sont les journalistes. Et sur Zemmour, rien de plus? C'est la même question, vous le classez où? Parce qu'on dit même qu'il va être candidat à la présidentielle, que voilà, il y réfléchit. C'est un tribun, c'est un journaliste, un écrivain, je crois que c'est d'abord un écrivain, d'abord un journaliste, plutôt sous la forme éditorialiste. Et pourquoi le qualifie-t-on de polémiste? Tout simplement parce qu'il dit ce qu'il est interdit de dire. C'est ça un polémiste, c'est quelqu'un qui voit la réalité et qui la dit. On n'a pas idée. Son relatif succès, parce qu'il donne... Quand je dis relatif, c'est une façon de parler, son grand succès, parce que précisément, il donne un autre son que le son médiatique, qui est un son de conformisme idéologique absolu. Alors, dans les choix que nous avons préparés avec Nicolas, parce qu'on a quand même un peu préparé ensemble cette 300e pour vous faire la surprise, Jean-Yves, c'est une vidéo importante forcément par les temps qui courent, une concernant le coronavirus. Tiens donc. Moi, j'accuse les médias d'avoir contribué à la crise du coronavirus. J'accuse les médias de complaisance.
Ils se sont bornés à relayer la communication gouvernementale sans le moindre esprit critique. J'accuse les médias de servilité. Ils n'ont pas osé pointer les fautes de l'équipe gouvernementale. J'accuse des médias de paresse. Ils n'ont pas cherché à informer sur l'évolution de la maladie, ni à enquêter sur les mesures prises en Asie, à Hong Kong, à Singapour, à Formose, en Corée, au Japon. J'accuse des médias de partialité, de sectarisme et d'aveuglement idéologique. Ils ont tenté de faire taire et de diaboliser les hommes et femmes politiques comme Nadine Morano, Nicolas Dupont-Aignan ou Marine Le Pen ou Ciotti qui ont, en temps utile, proposé de fermer les frontières, comme les pays asiatiques l'ont fait. J'accuse des médias de bobards. J'accuse Michel Sim, Jean-Michel Apathy, Christian Barbier, Alain Duhamel, Laurent Delahousse, Anne-Sophie Lapix, Gérard Leclerc, Caroline Roux, Patrick Cohen et tant d'autres d'avoir raconté des sornettes aux Français. Voilà ce que nous allons démontrer au cours de cette émission spéciale d'Immédiat. Jean-Yves Le Gallou, vous faites un J'accuse tous les mois, quoi. C'est le Zola du mois. Bah non, ça fait 2 en 6 ans. Voilà, faut pas en abuser, je vous l'accorde. Mais c'est vrai que les médias ont eu une grande responsabilité en désinformant. Par exemple, ils ont relayé pendant des mois, enfin des semaines plus exactement, le fait que le masque était inutile, avant d'expliquer, quand le gouvernement a changé de point de vue, que les masques étaient indispensables, voire obligatoires. Voilà. Et donc, ils ont contribué par leurs mensonges à la diffusion de l'épidémie, bien sûr. Et cette vidéo aussi, qui a été un très très gros succès d'audience, plus de 120 000 vues sur YouTube, ça montre aussi que les gens avaient besoin d'un regard alternatif et honnête, parce que dans les médias, sur la crise du coronavirus, on a eu une vision qui était très mesurée, très sobre finalement, et les gens avaient besoin de ça, un peu de mesure en fait. Et très équilibré, oui. Oui. Ouais. On aurait probablement fait plus d'audience en étant radical dans un sens, puis radical dans un autre sens. On a apporté, je crois, enfin c'est ce qu'on a essayé, d'ailleurs on a eu des débats, Nicolas et moi, on a eu pas mal de débats sur le sujet, et donc on a essayé d'apporter un point de vue large, et non pas un point de vue étroit, étriqué, c'est important, sectaire. Ce que vous dites, c'est important. Je redonne la parole à tous les cadres là-dessus. Parce que Immédiat, est-ce que c'est pas de la propagande contre de la propagande? Souvent, on me dit ça, on me dit, mais vous avez un programme, c'est un programme de propagande contre la propagande. Ah non, parce que je pense que notre définition, c'est que nous acceptons notre subjectivité. Oui, nous avons un point de vue, nous parlons d'un point de vue, nous acceptons la subjectivité. Par contre, nous recherchons l'absolue exactitude des faits. Alors, il peut arriver qu'on se trompe, mais c'est rare. Le nombre de cas où on s'est trompé en 6 ans est extrêmement rare. On cherche à être exact. Après, on ne prétend pas être objectif. Contrairement aux gens de big media, on peut dire, les gens de big media, ils prétendent à l'objectivité, ce qui n'est pas le cas, mais en plus, ils sont en permanence dans l'inexactitude. Propagande, Michel. Oui, je pense qu'Immédiat sert à décrypter les messages médiatiques. C'est-à-dire que les mots utilisés par les médias, les cadrages utilisés par les médias ne sont pas neutres, ils véhiculent un message sous-jacent. Et c'est ce que fait Immédiat. Et Immédiat essaie d'expliquer ce qu'il y a derrière les images, ce qu'il y a derrière les présentations biaisées, etc. Donc ce n'est pas de la propagande, c'est de la contre-propagande. C'est que des journalistes puissent être payés pour faire la police sur les réseaux sociaux. Est-ce que c'est quelque chose que vous trouvez normal? Scandaleux? Je pense que ce qui est d'abord anormal, c'est la prétention de dire ce qui est vrai. Parce qu'on ne peut accéder à ce qui est vrai que par la confrontation des idées. Donc quand par principe, il va y avoir des journalistes qui vont dire ça c'est exact, ça ce n'est pas exact, ça c'est faux, ils changent complètement de rôle. Ils font de la police. Ils font effectivement de la police de la pensée, ils font de la police des idées, au service du pouvoir. Parce que là où ils auraient pu faire beaucoup de rectification d'informations, c'est précisément dans l'affaire du coronavirus, où ils ont relayé en permanence les mensonges gouvernementaux sans aucune prise de distance. Journaliste police, il y en a de plus en plus, cet esprit. C'est une question qui, à mon avis, dont la réponse est dedans. Oui, les journalistes ont un rôle de police d'une certaine manière, puisque police de la pensée, premièrement, puisqu'ils insufflent un cadre de
vision du monde, etc. dans l'esprit des gens. Les gens écoutent beaucoup les médias. Typiquement sur le coronavirus, quand les médias ont minimisé l'épidémie, les gens n'étaient pas du tout inquiets. Quand ils en ont fait des tonnes et des tonnes, là les gens ont paniqué. Maintenant, c'est le rôle des médias que de lutter contre ça, d'expliquer, et je pense qu'on le fait plutôt pas trop mal. Voilà. Pas tous les journalistes de big media quand même, hein. Pas tous, il y en a qui travaillent bien, non? Non. On ne globalise pas tous les journalistes. Non, je crois qu'il faut nuancer. Il y en a qui font bien leur boulot quand même. D'ailleurs, il nous arrive de donner des coups de chapeau. Oui, c'est vrai. Il nous arrive de donner des coups de chapeau, c'est rare, mais ça, y compris au Monde, y compris à Libération, y compris carrément. Au Figaro, voilà. Non, mais alors là, vous êtes... Mais c'est ponctuel. Hein, oui, j'espère, vous n'allez pas rester sur TV Liberté longtemps. Michel? Non, mais sur les journalistes, il y a un élément, c'est ce que le CSA appelle la maîtrise de l'antenne. La maîtrise de l'antenne, ça signifie que lorsque quelqu'un à l'antenne tient des propos politiquement incorrects, il doit être contesté à la fois par le journaliste, voire par les autres invités. Donc c'est comme ça que se fait la police, en quelque sorte, du discours. Hein. On appelle ça maîtrise de l'antenne. Donc quelqu'un qui n'est pas dans l'axe dominant, eh bien, il sera tendance à être diabolisé devant les écrans, dans les écrans. Et justement, sur cette maîtrise de l'antenne, on a l'exemple récent de Camélia Jordana sur le plateau d'On n'est pas couché, devant Laurent Ruquier, devant d'autres journalistes comme Valérie Trierweiler, qui n'est pas reprise par le plateau. Voilà, ça c'est alors que normalement, si elle avait tenu un discours différent, la maîtrise de l'antenne se serait appliquée. Voilà. Et ça, on l'a dénoncé dans les médias. C'est là que c'est le rôle de l'émission encore. Oui, Claude, allez-y. Oui, je voudrais nuancer le propos. Moi, je n'emploie jamais l'expression « les journalistes ». Je préfère l'expression « la majorité des journalistes » ou une grande partie des journalistes. Et sur, je dirais, la coopération entre les journalistes et ce qu'on pourrait appeler une partie du pouvoir, je voudrais donner un exemple très précis. C'est la coopération qui est en train de s'établir, de se renforcer plus exactement, entre l'AFP et Facebook. Savez-vous combien de journalistes, entre guillemets, fact-checkers, emploient l'AFP ? 80. 80 à plein temps à l'heure actuelle, en France, aux États-Unis, en Allemagne, et ils vont ouvrir dans les Balkans, dans les Balkans prochainement. 80 à plein temps. Et l'essentiel de leur travail, leur premier client, c'est Facebook. Et le président de l'AFP a annoncé que cette coopération avec Facebook allait être, dans les années à venir, sans doute un des revenus les plus en croissance. Fermez les guillemets. Voilà, on recrute dans la police. Alors, réaction de immédiat et action de immédiat, c'est un organe, c'est une émission, c'est un programme à la pointe de la lutte contre la censure. Et je vous propose, là encore, de découvrir un extrait pour illustrer mon propos. Mais alors, avant de commencer, Jean-Yves, avec ces ciseaux-là, qu'est-ce que vous voulez faire? Vous avez l'intention de me tuer, là? Non. Non, mais il y en a qui veulent tuer la liberté d'expression, par contre. Et le ciseau, la paire de ciseaux, on parlait des ciseaux d'anesthésie, ça a symbolisé tout au long du XIXe siècle la censure. La censure d'État contre la liberté d'expression, contre la liberté de la presse. La liberté de la presse face aux ciseaux de la censure. Nutella s'est illustré en lançant une campagne de censure contre Éric Zemmour. Et personnellement, je pense que la place de ce produit, c'est plutôt ici. Et puis, il faut quand même que les censeurs puissent comprendre que la censure, ça peut aussi coûter de l'argent. Jean-Yves Le Gallou, le Nutella, c'est dangereux avec vous. C'est dangereux tout court, le Nutella. C'est vraiment pas un produit à prendre, ni pour des raisons politiques, parce que ce sont des militants, ni pour des raisons surtout diététiques. Bon. Alors, en fait, le système, c'est la mâchoire du système. Il y a la propagande et la censure, puisque la censure vise à empêcher la critique de la propagande. Et donc, on voit très bien que les deux se développent en parallèle, toujours plus de propagande et toujours plus de censure. C'est ça qui peut résumer la situation. Messieurs, Michel ? Plus la publicité, c'est-à-dire que Nutella, c'est aussi tous les annonceurs qui promettaient de se retirer
des chaînes où on invitait Zemmour. Donc il n'y a pas que Nutella, hein, il y a toute une liste d'entreprises. C'est-à-dire que Nutella, au-dessus de Nutella, c'est Ferrero, les Michel ambassadeurs qui deviennent très... Il y en a plein, enfin je ne vais pas toutes les citer, mais donc si vous voulez, il y a aussi ce volet-là de censure qui est le volet, la censure par la publicité. Qui est en amont alors finalement. Oui. D'accord. Enfin, C'est double censure, parce qu'il y a la censure active, hein, c'est les ciseaux d'Anastasie, et il y a la censure silencieuse, c'est vous n'aurez plus de publicité, vous n'aurez plus de revenus. Et celle-là, elle ne se voit pas. Nicolas, Jean-Yves, il faut conclure maintenant parce qu'on a dépassé le temps, bien évidemment. Moi, je dirais juste une chose sur cette question de la censure. C'est peut-être, en préparant cette émission, j'ai quand même regardé les archives, etc. C'est peut-être l'un des combats qui est présent, qui est une structuration d'Immédiat depuis le début. Et je pense que c'est pour ça qu'Immédiat est très importante. C'est pour ça que je suis ravi de faire partie de l'aventure en ayant repris le relais après le long et bon travail d'Hervé. Il y a eu Olivier et il y a eu Florian aussi, Olivier, Florian, par intermittence sont venus aider Michel et Jean-Yves. Mais cette lutte contre la censure et contre la désinformation médiatique, c'est les deux qui vont de pair. Je pense que c'est un des combats les plus importants à mener dans le monde qui vient. Et je suis content de le faire dans cette émission qui est, à mon avis, plus que jamais d'actualité. Jean-Yves, alors, on démarre sur quoi maintenant ? 500e, 1000e ? On est toujours là tous les deux, tous les trois, tous les cinq ? Visons déjà 350. 350, ça fait une année de plus. Hein. Voilà, ça fait une année de plus. Donc on passe un contrat pour un an encore ? Ce sont des contrats renouvelables. C'est des contrats renouvelables, tout à fait. Et bénévoles, donc c'est super pour TV C'est Liberté. passé vite, 300 émissions, c'est passé vite. Oui. Très vite, on n'a pas vu passer. Merci à tous, merci à vous Jean-Yves, merci Nicolas. Et donc on retrouve Immédiat tous les jeudis soirs, bien évidemment, sur tvliberté.com et sur YouTube. Merci à vous. Merci Michel Geoffroy-Michel, merci Claude, merci aussi à Hervé, Floriane et Olivier qui ne sont pas là, mais pour qui nous avons une pensée amicale.